Donc, le point de départ de la thèse, qui est en transition énergétique, comme ça a été évoqué tout à l'heure, a toujours aussi enchaîné en transition paysagère. Parce qu'il était toujours très fort les liens entre la gestion de l'énergie et l'aménagement du territoire. Du coup, à partir de quand on utilisait notre source physique d'énergie, après l'utilisation du vent et aussi de la source hydrique à laquelle on retourne maintenant, aussi après au déplacement qui s'était évoqué tout à l'heure par M. Theis, de l'extraction par exemple du charbon et l'utilisation d'un autre milieu, donc qui est placé source d'utilisation de l'énergie, encore plus développé après les développements de l'électricité. Et on peut dire le développement de la ville horizontale qu'on trouve maintenant suite au développement de la voiture et des sources fossiles. Donc, une question qu'on peut se poser maintenant, c'est lesquels les paysages qui, en général, la transition énergétique qu'on est en train de développer maintenant. Parce que nous, on a quand même des habitudes liées à notre environnement, à notre paysage, qui, suite de la transition énergétique, pourraient changer de façon que peut-être on ne souhaiterait pas. Donc, c'est quand même important d'avoir un pensée en amont de tout ce que c'est notre aménagement du territoire vis-à-vis de la transition énergétique. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est un tout petit parti de ma thèse, dans lesquelles j'essaie de comprendre de la partie des acteurs des territoires, c'est laquelle leur perception de la transition énergétique, du coup des ressources sur leur territoire, des ressources énergétiques, et les retombées sur les questions d'aménagement. Donc, j'ai développé ça en France et aux Pays-Bas. J'ai fait cet entretien. En gros, juste pour faire une petite introduction, les situations sont un peu différentes. En gros, en France, on a un ministère en particulier qui s'occupe des questions de paysage et aussi des questions de transition énergétique. Mais pour exemple, le même ministère, en 2016, après la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, a lancé un appel à projets pour des projets énergétiques locaux, des territoires énergie positive pour la croissance verte, et qui après a lancé aussi un appel plein paysage, sens des vraies relations entre les deux. Alors que maintenant aussi, le même ministère est en train de lancer aussi des réflexions sur les paysages, les pleins paysages et la transition énergétique. Mais ça veut dire que c'est pas un projet en cours. Aux Pays-Bas, en réalité, il y a deux ministères, une qui s'occupe plutôt des questions des transitions énergétiques, celui des affaires économiques, et un autre, celui des infrastructures et de la gestion des eaux, qui s'appelle de l'aménagement du territoire et du paysage. Donc ça complique encore plus les choses, parce qu'il y a deux ministères qui ont des approches quand même assez différentes. En tout cas, dans l'agenda énergie de 2016, les ministères des affaires économiques a quand même mis en amont, notamment dans les stratégies de développement de la transition énergétique aux Pays-Bas, aussi des questions d'importance du développement de la transition énergétique en accord au cadre de vie et du coup aussi en relation à des aspects de planification et des paysages. Là, je voulais juste vous montrer, très simple, même à niveau quantitatif, et bien sûr, on sait, en France, la production d'énergie renouvelable est très faible. C'est le petit trait vert qu'on voit. Et après, c'est beaucoup de production de nucléaire et importation des ressources pétrolières. Aux Pays-Bas, la situation n'est pas forcément meilleure. Il n'y a pas de nucléaire, il y a beaucoup d'importation du coup des sources pétrolières et extraction du gaz, surtout de la partie nord du pays. Et il y a une toute petite ligne qu'on voit des lignes vertes de production d'énergie. On sait très bien que la production d'énergie, c'est juste une partie de la transition énergétique, et c'est très lié aussi aux questions de sobriété et d'efficacité. Mais c'est vrai que sobriété et efficacité, c'est aussi difficile à quantifier. Alors, pour avoir une bonne idée, je vous montre les productions.
Et là, on voit que la France, à peu près en 2016, avait un 10% à peu près de consommation d'énergie de sources renouvelables, et les Pays-Bas, moins de 5%. On voit aussi des différences, bien sûr, parce que les Pays-Bas sont beaucoup plus développés la question des éoliennes, alors qu'en France, il y a aussi la question d'avoir les Alpes et des ressources hydriques consistantes. Il y a beaucoup des barrages hydroélectriques. De toute façon, la comparaison, ça met aussi en examen ça. Les Pays-Bas, c'est un pays beaucoup plus dense. Après, c'est à peu près 400 habitants pour hectare, alors qu'au contraire, en France, c'est plutôt sur les 100. Donc, ce sont deux pays assez différents, mais qui quand même tous les deux sont engagés dans ce processus de transition avec des idées liées à l'aménagement et à l'espace. Donc là, je voulais juste montrer, pour caler un peu mes terrains d'études, ils sont deux en France. Du coup, j'ai choisi des territoires d'énergie positive, du coup, qui sont engagés dans ce processus de transition, et un territoire qui c'est quand même comparable par dimension aux Pays-Bas, qui s'appelle Koeree-Overplaque, qui se situe à sud de Rotterdam, du coup, avec des influences métropolitaines de la ville de Rotterdam, quand même assez importantes. J'ai fait des entretiens en semi-directive, mais à la fin de lesquelles, j'ai demandé de faire un dessin. Pouvez-vous me dessiner un paysage de la transition énergétique? Parce que je me suis rendu compte pendant ma thèse que la transition énergétique était souvent abordée de façon quantitative, justement, et donc les acteurs aussi, ils avaient du mal à avoir la spatialisation. Et au moment dans lequel j'ai dû demander de dessiner, eux étaient capables, au moins essayer, de penser aux retombées qu'il avait pu avoir. Du coup, si on commence, c'est Anelou qui j'ai interviewé et je lui ai demandé dessinez-moi votre paysage de la transition énergétique. Alors, il a commencé disant moi en premier, du coup, je dessine les paysages. Et du coup, il a dessiné ces montagnes, les petites collines, la forêt et la rivière. Après, il a commencé à dire, quand même, on a des fermes, et il a dessiné la petite ferme, donc voilà. Et il dit, on peut mettre bien le panneau photovoltaïque en toiture. Après, il s'est dit, on va avoir des déchets, du coup, c'est bien, on a aussi du biogaz. Et du coup, il a fait la petite coupole qu'on voit à côté de la ferme. Mais précisons bien, mais quand même, il faut très bien un barrage bois pour la cacher un peu, mettre des arbres tout autour de façon à ne pas trop la voir. Après, il a continué en disant, bien sûr, on a l'aspect agricole, après, c'est vrai qu'on a aussi la ville. Et les maisons, il faut quand même les mettre une proche de l'autre pour essayer d'économiser l'énergie. Et on voit là dans les dessins au milieu. Après, il a commencé aussi à dessiner les routes, et en expliquant, vous voyez, il y a des petits bonhommes avec leur vélo et à pied, et en disant qu'il y a aussi des façons de se mobiliser, des mobilités, qui seraient quand même importantes de répondre en compte dans ces questions de transition. Et aussi dans des questions de vraiment agricoles. Du coup, essayer d'avoir des champs plutôt proches pour chaque agriculteur, sans trop se disperser. Donc c'est quand même une vision assez globale et un peu assez spécialisée de la chose. Là, c'est toujours Anelou, cette fois c'est aux Pays-Bas. On le voit, c'est quand même moins développé par rapport aux autres. Et la dame a commencé à dessiner tout de suite les panneaux photovoltaïques par terre. À un certain moment, tout de suite, qui a fait ça, elle se dit, quand même, aux Pays-Bas, on n'a pas beaucoup de place. En réalité, ce n'est pas un très bon plan qu'est-ce que je vous ai dessiné. C'est beaucoup mieux de les mettre en toiture. Du coup, elle a décidé de dessiner sa petite maison et a mis le panneau photovoltaïque en toiture. Et après, elle se dit quand même, mais quand on a des toitures en pente, on le voit quand même trop, le photovoltaïque, alors que j'aimerais pas le voir trop. Et donc, elle a dessiné une école avec une toiture plate. Comme ça, on dit, on le verra peut-être de loin, mais si on est proche, on ne le verra pas. Donc, même si c'est moins développé et plus lié aux questions de production, au fur et à mesure qu'elle dessinait, elle s'est rendue compte de la production d'énergie, de ces flux d'énergie, qu'est-ce qui a mené sur l'aménagement. Et c'était la même chose. Après, elle a dessiné les éoliennes, et elle s'est dit pareil, non, j'aurais dû les dessiner beaucoup plus loin du centre habitat. Là, ça ne va pas du tout. Donc, moins abouti, mais que ça a bien répondu à la question que j'ai voulu lui faire
des pensées aux ressources et aux flux sur les territoires. Là, c'est le directeur de parc Ecohabitat de Mont-des-Lyonnais. Et là, il a aussi utilisé les couleurs. La première chose que ce monsieur a dessiné, c'était l'habitat. Du coup, ça répond aussi de sa formation et de son engagement de la transition énergétique. Du coup, il a commencé par ça. Il a bien précisé que oui, il faisait mettre de photovoltaïque en toiture, mais il avait tous les rouges de Mont-des-Lyonnais qui viennent très proches des carrières et il faudra bien les garder. Donc sur les toitures, il faudra les deux. Après, il y a la production, mais il faudra bien isoler notre maison de façon à réduire les consommations. Du coup, après avoir parti de la partie plutôt habitat, il a dit quand même, on a des chambres, on les voit là, au nôtre, et on peut aussi avoir des parcs photovoltaïques à terre. Mais c'est quand même important qu'ils soient sur des friches et sur des lieux bien exposés au sud, mais de façon à ne pas aménager des terrains agricoles. Et après, on continue sur ça, il s'est dit, mais quand même, on peut avoir aussi de la production de biogaz, parce que on a une production agricole et fermier, et ça enchaîne des déchets. Et du coup, il a dessiné un tout petit équipement de biogaz, là, et pareil, il a bien dit, mais quand même, j'ai pas de marron pour dessiner, mais je voudrais bien pour faire un bardage en bois et mettre des arbres tout autour, de façon à ne pas trop le voir. Et au final, il a dessiné aussi ces petits réseaux routiers, de façon qu'ils soient tout proches et les ressources soient locales. Disons dans un idée un peu plus circulaire de lieux. Là, c'est une personne qui travaille pour la municipalité de Overklakke, aux Pays-Bas. Et là, on voit toujours une approche assez systémique aux questions de transition énergétique. Mais, par exemple, elle a dessiné beaucoup les flèches. Après, elle ne s'est pas posé la question de comment les réseaux ils pouvaient amener les déchets ou l'énergie. Mais elle a bien voulu montrer qu'on a un habitat, on voit la petite maison là. Après, elle dit, on descend des éoliennes, mais bien dans un groupe pas éparpillé, mais l'énergie qu'on produit là, proche, il faut qu'il aille dans l'habitat là, proche. Et après, l'ajout de photovoltaïque à terre, mais disons aussi que c'est important, comme aux Pays-Bas, il n'y a pas beaucoup d'espace, d'avoir un mix de fonctions. Et du coup, vous voyez, elle a ajouté des sortes de petits poulets et un cheval, un peu stylisé, mais on comprend. Et avec, du coup, l'énergie photovoltaïque qui va à l'habitat, mais aussi les déchets qui produisent ces animaux-là, qui peuvent aller à aider pour les chauffages de l'habitat. Mais après, ça ne s'arrête pas là, parce que bien sûr, il y a l'habitat, mais il y a aussi les usines, et il y a aussi les compagnies, disons, et donc, qu'ils ont leur-même en isolation, parce qu'il y a aussi des questions de sobriété énergétique, et après, bien sûr, les routes, avec leur vélo électrique. Et ça ne s'arrête pas là, elle dit quand même, les jours qu'on arrivera sur notre territoire à avoir une production suffisante pour nous, on pourra aussi exporter de l'énergie à Rotterdam, qui quand même, c'est pas très loin. Et il n'y a pas beaucoup de possibilités d'espace pour produire l'énergie, donc on pourra l'aider dans ces cas. Donc là, j'ai juste voulu mettre vis-à-vis les deux, pour vous montrer que quand même les deux approches sont plutôt une idée, disons, discutable ou un peu utopique, mais de circularité des ressources, explicitée locale, explicitée quand même de façon différente, avec des flèches très claires dans un côté et des façons plus fines de l'autre côté. Mais la base, ça reste quand même la même. Là, c'était un agriculteur qui est porteur d'un projet de méthanisation dans le Mont-des-Lyonnais. Et du coup, là, c'est beaucoup plus développé par symbole, disons. Mais il a commencé en dessinant la petite maison. Au premier, c'est ça. Deuxième, mais quand même, on a aussi l'économie. Et du coup, il a dessiné une petite usine. Enfin, ça, qu'est-ce qui se passe? Et après, la transition énergétique, du coup, les équipements des biogaz et la petite éolienne. Mais à un certain moment, il s'est dit, il faut quand même que tout ça fonctionne ensemble. Et c'est là qu'il m'a fait les tours, tout autour, en disant, c'est là, en réalité, ça doit être un écosystème énergétique. Et pour lui, il m'a explicitement dit, même s'il n'était pas capable de le dessiner, il me disait, il a dessiné des petits arbres qui représentaient des paysages. Et il a dit, quand même, c'est notre paysage est malade, ça ne se tient pas.
on n'a pas d'intérêt à les préserver comme ça. Il faut quand même les changer pour essayer d'avoir quelque chose qui ça nous satisfait. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Là, c'est toujours un agriculteur, cette fois aux Pays-Bas. Et lui, il a commencé à dessiner en partant de sa ferme, la première fois qu'on voit. Parce qu'il est parti de qu'est-ce qu'il connaît. Du coup, il y a une ferme, on a de l'espace sur la toiture, on peut mettre du photovoltaïque, on a des vaches, on a des biodéchets, on peut avoir l'équipement du biogaz. Après, il a dessiné ça, il s'est dit, bon, ça c'est moi, mais après, il y a les autres, il y a l'habitat. Et du coup, on a des voisins. Il a dessiné notre petite maison à côté, avec des panneaux photovoltaïques. Et là aussi, il s'est dit, eux aussi ils peuvent avoir des déchets liés à la cuisine, liés à leur jardin et tout ça. Donc, eux aussi ils peuvent avoir des petits méthaniseurs. Et après, il s'est quand même dit, j'aime pas trop les éoliennes grandes, ça impacte trop les paysages, j'aime beaucoup la nature. Et du coup, il a mis des petites choses là qu'on voit, mais à l'échelle petite, il s'est dit que quand même ça pourrait aller. Et après, il a aussi parlé des questions de mobilité. Du coup, du photovoltaïque, par exemple, sur des routes, et de façon aussi technologique. Et en disant qu'au final, tout ça, ça aiderait aussi à préserver qu'est-ce qu'il perçoit maintenant comme qu'est-ce que c'est pour lui l'environnement. Pas au-delà de parler de paysage. J'étais assez contente de ces dessins parce que tout le long de sa présentation, il avait vraiment du mal à penser à l'aspect spatial paysagère. Et là, quand même, il est arrivé un peu à dessiner et à voir. Là, je vous ai mis ces dessins parce que c'était un homme qui s'occupe de la gestion forestière et de la gestion de l'énergie dans la forêt. Donc, une approche très partielle liée à son champ d'expertise, qui s'est bien senti tout le long de son entretien. Mais là, quand je lui ai demandé l'exercice, elle a bien sûr commencé en dessinant sa forêt, bien précisé, on a les feuillus, on a les conifères, on utilisera les forêts avec des coupes rases, des coupes comme ça, pour essayer de produire de l'énergie. Mais après, il s'est dit, bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a bien autre chose. Du coup, il a ajouté des petits villages, du photovoltaïque en toiture, des petites éoliennes qui, quand même, on cache un peu, on les met pas sous la crête la plus haute parce qu'on ne va pas trop les voir. Mais du coup, il est arrivé à proposer une approche de tour global à qu'est-ce que ça peut être la transition énergétique. Après, j'ai aussi fait des entretiens avec des paysagistes qui étaient en train de travailler sur des plans de paysage sur ces territoires. Et là aussi, on voit que c'est même de façon stylisée, mais un peu la même approche qu'on voyait tout à l'heure. Là, la dame a clairement dessiné des flèches, partir des ressources du territoire, de son socle, et revenir de façon plutôt circulaire, partir de notre ressource et essayer de les mettre en scène dans notre paysage, de façon qui soit en liaison entre les deux. Et là, c'est le paysagiste aux Pays-Bas. Lui a dessiné plutôt un plan, mais où les synergies, on les voit très bien. Il a dessiné un plan utopique en disant, on a des villes à l'échelle régionale qui sont les points, là, qu'on voit en triangle. On a les villes qui ont quand même des résidus d'énergie, forcément. Donc là, on essaie de les mettre en réseau, parce que c'est important. Après, on a tout un parti agricole dans laquelle on a fait des villages. Et dans les villages aussi, c'est très important que les ressources soient locales et réutilisées. Peut-être chacun va avoir sa petite éolienne, mais de façon que l'énergie soit comme un layer, un couche sur le paysage. Ça ne doit pas être dominant. L'énergie, c'est un parti de tout ce que c'est l'aménagement du territoire et l'aménagement de ses ressources. Donc là, pour conclure, tous les acteurs, là je vous ai montré des exemples et c'est quand même un travail en cours, mais ils ont une perception quand même globale des enjeux spatiaux et paysagères de la transition énergétique et de ces différents composants aussi. Tout qu'est-ce que c'est production d'énergie, sources renouvelables, mais aussi sobriété énergétique, synergie et liaison entre fonctions. Donc, un peu des flous des ressources qui sont sur le paysage. Mais c'est vrai qu'il y a presque aucune entre eux m'a dessiné des travisses électriques. Et tous m'ont dessiné des flèches, des choses comme ça, en disant ça va être une liaison avec ça. Mais comment ces liaisons sont faites, dans leur tête, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est vrai que l'accent, c'est quand même beaucoup plus mis sur qu'est-ce que c'est la production. Il y a aussi encore, si on peut regarder la côté un peu de paysage, du fonctionnement du territoire, c'est
C'est un peu conservatrice, je ne sais pas si c'est encore le mot la meilleure à utiliser, mais en gros, on le laisse un peu comme ça, on essaye de mettre des éoliennes, des choses, mais de façon que ça ne se voit pas trop. Et en plus, la perception de tout ça, des fonctionnements des territoires, du métabolisme des territoires et de son aménagement paysager, c'est pas très différent de la libération. Tous essayent de répartir des ressources des territoires de façon aussi un peu circulaire. Et la perception n'est pas très différente non plus entre les acteurs, donc les élus, les techniciens, les paysagistes et aussi les agriculteurs, les autres. Donc ça montre aussi qu'au final, ça peut être un sujet de discussion à travers les paysages qui pourraient peut-être aider dans les futurs à la mise en place de cette transition. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai trouvé ça personnellement tout à fait intéressant et pertinent comme méthode que de confronter certaines manières des acteurs de l'aménagement, et notamment dans le domaine des énergies, à la page blanche, quelque part, avec cette obligation en quelque sorte de représenter finalement ce qui n'est pas représenté au travers des tableaux Excel de données, des flux d'entrée, de sortie de matière, etc., qui est celui de l'espace. Et alors je trouve ça intéressant, moi parmi les différentes conclusions que tu en tires, j'en ai une ou deux autres. D'abord, le fait que les questions de spatialisation forcée par le dessin quelque part oblige d'une certaine manière à se poser des questions sur la conception même pendant le temps même où l'on dessine. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que la question du projet, quelque part, c'est pas simplement une intention au départ ou un résultat au final, c'est aussi un cheminement quelque part. Et le cheminement, c'est la méthode en quelque sorte. Quelque part, ça fait la démonstration en quelque sorte que la démarche de projet de paysage, c'est une forme de méthode de mise en place quelque part de la question de la transition. C'est tout à fait possible de l'envisager comme ça, en tout cas. La deuxième chose qui est frappante, et ça renvoie aussi à ce qu'évoquait Sabine Barbe précédemment, je trouve, c'est le fait que quand on est sur son cadran de page de 21 par 29,7 cm, quelque part, on va dessiner cette question du métabolisme et de la logique à une échelle locale, à une échelle qui est très intéressante, qui est une échelle où effectivement on évacue les échelles immatérielles et abstraites qui sont ce que vous appeliez, Sabine Barbe tout à l'heure, les flux primaires par rapport aux finaux, etc. etc. Et donc ça aussi c'est tout à fait intéressant. Et puis le troisième point que je remarque aussi, c'est cette question du fait que même si un acteur dessine avec son entrée très spécialisée, par exemple les spécialistes de la forêt des monts du Lyonnais, etc., il va être obligé, puisqu'il est sur la dimension un peu générale du paysage, d'inscrire quelque part son domaine de compétences dans d'autres domaines qui sont ceux de l'habitat, des infrastructures de déplacement, etc. etc. Et donc du coup, il est quelque part poussé à la transversalité par le fait même d'avoir à dessiner et représenter. Voilà, je trouve ça très bien pour ça. Bravo et merci pour cette présentation, merci beaucoup. Je suis Juliette Dossier, je vais intervenir cet après-midi et la question de la représentation d'un projet systémique est quelque chose que j'aborderai tout à l'heure également. Mais ma question ici, quand on voit les dessins, on est frappé par l'immaturité des représentations et du fait qu'il y a un cheminement en cours. Mais moi je m'inquiète de l'immaturité distribuée et on est dans un lieu d'enseignement. Qu'est-ce qu'il faudrait envisager pour que le niveau global de compétences, de connaissances, de maturité sur ces sujets progresse? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on enseigne et comment est-ce qu'on pourrait peut-être formaliser un exercice, y compris sous forme de MOOC ou de quiz, de questionnaire de capacitation quand on est candidat à une fonction élective pour être un maire, etc. Comment est-ce qu'on en fait un processus de qualification également? De mon point de vue, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est un dialogue entre les parties. Être spécialiste entre les domaines de l'énergie. Plus on arrive à faire rencontrer les personnes, plus on arrive à aborder des sujets différents et plus on arrive peut-être à se comprendre. Parce que c'est vrai que là, dans les dessins, chacune avait son domaine d'expertise
ils ont quand même fait l'effort d'aller un peu plus loin. Mais ils ne sachant pas de tous, il allait aussi un peu, presque par rapport à ce qu'ils avaient entendu dire, peut-être lu. Et c'est vrai que dans tous les projets qui regardent la transition énergétique, je pense que c'est interdisciplinarité et dialogue, c'est la chose la plus importante. Parce que si on arrive à avoir en base des dialogues communs et aussi un vocabulaire à travers lequel on est capable de se comprendre, alors là, peut-être, on arrivera à progresser et à arriver à des projets plus mûrs aussi. Ça, c'est mon point de vue. J'espère que ça répond un peu. Après, c'est vrai que c'est aussi un travail de recherche en cours, donc pas mal de résultats et des synthèses, des analyses sont en cours aussi. En fait, ce qui me frappe, c'est qu'on a un vocabulaire des énergies renouvelables qui est très industriel, les éoliennes, des méthaniseurs, qui posent d'ailleurs des tas de questions de durabilité à long terme. Et vous avez évoqué à la fin le fait que la question de la sobriété avait été abordée. Ça ne se voit pas beaucoup dans les dessins. Je crois qu'à un moment, il y en a un qui dessine une maison qui est isolée. Et je trouve qu'en fait, ça soulève la question de plus largement, qu'est-ce que c'est. En fait, on est dans une logique d'offre d'énergie renouvelable. On a l'impression d'ailleurs que ça peut marcher, on ne sait pas. On ne sait pas comment il faut de mètres carrés, etc. Et je trouve que ça serait intéressant de se poser la question en regard pourquoi on a besoin de cette énergie, qu'est-ce qu'on va en faire, et quels sont les changements de mode de vie et de politique qui sont derrière. Parce que là, je trouve qu'on induit quand même une réponse d'ordre technologique dont on ne sait pas du tout si les conditions sont réunies pour qu'elles soient. Mais ça n'enlève pas l'intérêt de la démarche. Hein. C'est vrai que peut-être je n'ai pas beaucoup abordé, mais presque dans tous les dessins, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des personnes, des petits bonhommes, et là, presque tout me dit, ils m'ont fait la référence sans trop expliciter en quoi, hein, mais disons que quand même notre mode de vie et notre comportement, il devrait quand même évoluer. Après, comment? C'est vrai, c'est pas explicité, et ça devrait être fait, peut être objet d'une autre recherche. Et pour la question de sobriété, il y a aussi certaines qui montrent, par exemple, mis les maisons un peu proches. Et nous essayons de dire, aussi pour des questions de mobilité et de chauffage, c'est en général, nous parlons, on n'est pas trop dispersé sur les territoires, on arrive à être un peu plus économe. Après, ça reste très ponctuel, mais un petit peu, ils sont quand même dedans. Mais c'est vrai, l'approche est plus technologique. J'étais très intéressée par cette enquête. Et comme l'a dit Bertrand Feller tout à l'heure, c'est assez rassurant, puisque ça montre que les gens, assez spontanément, ont une identification de la nécessité de recourir à des énergies renouvelables et qui voient aussi la façon dont ça pourra être mis en place dans un espace. Donc effectivement, il y a une sorte de compétence native, si on peut dire, de l'intelligence, le bon sens de tout le monde. Mais la question que je me pose deux questions. D'une part, dans ta démarche de thèse, à quel moment est-ce que tu fais cette enquête? Et plus fondamentalement, quelle place attribues-tu à la compétence des habitants et à la décision des habitants aussi? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Julien, pour le moment, leur montée en compétence n'est pas très grande, et ce qui est logique. Et peut-être que d'autres gens ont déjà réfléchi à cette question de la mise en espace, des solutions spatiales. Donc je me pose profondément la question de à quoi servent les habitants dans une démarche de construction d'un paysage de l'après-pétrole, d'un paysage de la transition énergétique. Quelle place on leur donne en fait? Et parce que toi tu dis il y a une place, mais quelle est cette place? La démarche de faire dessiner les personnes, ça vient après avoir choisi les territoires et avoir étudié quand même leur stratégie de transition énergétique, leurs documents d'urbanisme. Donc je vais poser les questions en ayant un peu une idée de qu'est-ce qui se passe sur les territoires. Après c'est vrai que moi, vous avez remarqué, je l'ai aussi mis, les personnes que j'ai interviewées sont plutôt déjà des acteurs de la transition énergétique. Des personnes, aussi agriculteurs, aussi usagers, mais des personnes qui sont dedans dans ces processus de transition. Je n'avais pas le temps pour la thèse, par exemple, d'aller faire dessiner les usagers sur les territoires, malheureusement. Après, je pense que dans tout ce que c'est les recherches sur les territoires, la place des personnes, c'est fondamental. Parce que c'est beaucoup depuis leur choix.
ou même d'isolation des maisons, ou comme ça, qu'on peut arriver à une démarche plus poussée de transition énergétique. Moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas passer pour des grands équipements seulement d'énergie pour arriver à ça. Il faut une démarche commune. Et ça, on le voit aussi dans les territoires énergie positifs, par exemple, mais aussi aux Pays-Bas. Il y a au moins, ils essayent de faire beaucoup de réunions publiques sur différents projets qu'ils lancent, quelquefois aussi à travers des concours comme les familles à énergie positive, dans lesquels ils essaient de mettre des compteurs d'énergie dans leur maison, et ils essaient de voir à la fin de 2-3 mois ce qui a consommé les moins. Donc ce type de jeu aussi qui pourrait enchaîner les personnes à des démarches plus constructives.